Avant de commencer, laissez un commentaire ci-dessous avec votre pays et l'heure qu'il est en ce moment. Que ce soit le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France, je veux savoir. Ne restez pas les bras croisés. Dites-moi où vous êtes dans le monde. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. L'odeur nauséabonde frappa d'abord le colonel Reagan Matthews, une odeur putride, vieille de plusieurs décennies, qui semblait s'accrocher au mur du bunker militaire abandonné au cœur du désert de Mojave. Sa lampe de poche tremblait légèrement dans sa main burinée, éclairant ce qui restait du sergent William Cold War Collins. Les plaques d'identité étaient indéniables, bien que ternies par le temps et les éléments. 15 années de recherche avaient mené à ce moment, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il découvrit. Nous étions en 1989 et le monde avait radicalement changé depuis la disparition de Collins sans laisser de traces à l'automne 1944. Le mur de Berlin était tombé, l'Union soviétique s'était effondrée et la menace d'une annihilation nucléaire avait cédé la place à une paix fragile. Pourtant, ici, préservés dans cette chambre souterraine oubliée, se trouvaient les preuves que les secrets les plus sombres de la guerre froide n'avaient pas disparu avec l'URSS. C'est impossible, murmura le lieutenant-commandant Nancy Thatcher, sa voix à peine audible, même dans le silence absolu du bunker. Elle suivait cette affaire depuis ses années d'académie, obsédée par cette mystérieuse disparition devenue légendaire dans les milieux du renseignement militaire. Les photos du dossier de Collins montraient un agent des forces spéciales robuste d'un mètre 98, fort d'un service distingué au Vietnam et plus tard, d'opérations classifiées en Europe de l'Est. Mais ce qui se trouvait devant eux contredisait désormais tout ce qu'ils savaient de l'homme et de sa mission. Le corps, si tant est qu'on puisse encore l'appeler ainsi, était recroquevillé en position fétale contre le mur du fond, entouré d'étranges marques gravées dans le béton. Le dernier message de Collins, griffonné avec ce qui semblait être son propre sang, il n'était pas russe. Le colonel Matthews ordonna à l'équipe de sécuriser le périmètre et de tout documenter avant son évacuation. Vétéran de l'opération Tempête du désert et de ses horreurs, il se targuait de garder son sang-froid face à la mort. Mais cette découverte le bouleversa profondément. Les restes du sergent portaient les traces d'expériences qu'aucun scientifique éthique n'aurait jamais réalisées, des modifications chirurgicales et des implants inexplicables. La technologie semblait bien en avance sur tout ce qui était disponible en 1984, avec des composants qui ne ressemblaient à aucun modèle connu de la communauté militaire ou scientifique d'aucun pays. Matthews avait servi dans le renseignement militaire suffisamment longtemps pour savoir quand quelque chose avait été délibérément enterré, caché au public. Le bunker lui-même n'apparaissait sur aucune carte officielle, bien qu'il se trouve sur le sol américain, à moins de 130 kilomètres d'une importante base aérienne. Monsieur, vous devez voir ceci, lança le spécialiste Jackson, le technicien médico-légal de l'équipe, depuis une chambre latérale jusque-là passée inaperçue. Matthews suivit le faisceau de la lampe torche du spécialiste jusqu'à une armoire en acier forcé dont le contenu était éparpillé sur le sol. À l'intérieur se trouvaient des centaines de dossiers, leurs tampons confidentiels effacés, mais toujours visibles, chacun portant le nom de code Looking Glass. Les dates s'échelonnaient de 1947 à 1984, le nom de Collins apparaissant fréquemment dans les documents ultérieurs. Il ne s'agissait pas de n'importe quel document. Il détaillait un programme si obscur que même une personne ayant le niveau d'habilitation de Matthews n'en avait jamais entendu parler. Les photographies jointes montraient des sujets de test, certains militaires, d'autres apparemment civils, soumis à des procédures impliquant un équipement étrange et des substances non identifiables. Dans les marges de plusieurs pages figuraient des notes manuscrites, dont les analystes du renseignement confirmeraient plus tard qu'il s'agissait de l'écriture de Collins. Pas d'ici, pas d'un endroit que nous connaissons. L'équipe travailla toute la nuit, cataloguant et retirant soigneusement les preuves. À l'aube, 3 véhicules militaires banalisés arrivèrent pour tout transporter vers un centre sécurisé du Nevada. Tandis que Matthews observait le sac mortuaire contenant les restes de Collins chargés dans le véhicule de tête, il ne put s'empêcher de penser qu'ils étaient tombés sur quelque chose de bien plus important qu'une simple affaire de disparition. L'administration Reagan avait investi des milliards dans des programmes de recherche classifiés au plus fort de la guerre froide, repoussant les limites de la science dans sa course contre la montre pour dépasser les avancées soviétiques.
Mais ce qu'ils découvrirent dans ce bunker suggéra tout autre chose. Quelque chose qui poussa le colonel à s'interroger non seulement sur le sort du sergent Collins, mais aussi sur la nature même de la guerre qu'il pensait avoir menée. Avant de partir, Matthews jeta un dernier coup d'œil à l'entrée du bunker, tandis que les démolisseurs s'apprêtaient à la sceller définitivement. Ce qui s'était passé ici en 1984 était sur le point d'être enterré à nouveau, cette fois avec l'aval officiel. William Collins n'avait pas toujours été exceptionnel. Né en 1946 à Dayton, dans l'Ohio, de parents issus de la classe moyenne, il grandit dans l'ombre de la guerre froide, entre exercices de camouflage et angoisse nucléaire. Son père, vétéran de la guerre de Corée devenu facteur, lui inculqua un profond sens du patriotisme et du devoir. De la vie générale, le jeune Collins était brillant mais sans grand talent à l'école, plus intéressé par la chasse et la pistage dans les bois derrière sa maison que par les études. Son album de fin d'études secondaires de 1964 le décrivait comme calme mais déterminé, sans aucun exploit particulier à signaler. Ce que personne n'aurait pu prédire, c'est à quel point ces qualités le rendraient parfaitement apte à affronter l'avenir. L'armée transforma le jeune garçon ordinaire du Midwest en un être extraordinaire. Ses instructeurs militaires à Fort Bragg remarquèrent sa capacité exceptionnelle à supporter l'inconfort et sa perception quasi surnaturelle de la situation, des qualités qui attireraient plus tard l'attention des recruteurs spécialisés à la recherche d'un type de soldat particulier. Le Vietnam a changé Collins, comme tant de jeunes Américains de sa génération. Déployé en 1967 au sein du 5e groupe des forces spéciales, il s'est distingué lors de l'offensive du Tet, obtenant une Silver Star pour des actions restées partiellement censurées même des décennies plus tard. Les éléments recueillis dans les archives fragmentées suggéraient une opération ayant mal tourné près de la frontière cambodgienne, Collins étant le seul survivant de son unité après avoir passé 3 semaines à échapper aux forces ennemies en territoire hostile. L'évaluation psychologique réalisée à son retour a noté, le sujet fait preuve d'une résilience et de capacité d'adaptation inhabituelle, recommandé pour un programme de formation spécialisé. En 1970, Collins avait pratiquement disparu des archives militaires conventionnelles, son historique de service se résumant à une série de trous ponctués de brèves apparitions dans divers points chauds du monde. La version officielle était qu'il travaillait dans le renseignement militaire, mais les dossiers retrouvés dans le bunker dressaient un tableau plus complexe. Le projet Looking Glass a officiellement débuté en 1973, bien que ses origines remontent au programme de récupération de technologie lancé sous l'administration Truman. Collins a été recruté en 1975 après qu'un profilage psychologique l'a identifié comme le candidat idéal, capable d'intégrer des changements de paradigme extrêmes sans rupture psychologique. La mission déclarée du projet consistait à explorer des applications de défense non conventionnelles et de contre-espionnage contre des programmes soviétiques similaires. En réalité, comme Matthews l'a plus tard compris, il s'agissait d'étudier et de tenter de rétroconcevoir des objets et des matériaux d'origine inconnue. Le rôle de Collins a évolué, passant du statut de sujet d'essai à celui d'agent de terrain actif, récupérant des matériaux et, occasionnellement, des spécimens vivants dans des endroits reculés du monde entier. Son dernier mandat de mission, daté du 12 septembre 1984, l'autorisait à enquêter sur une source de signal anormal détectée dans le désert de Mojave, l'endroit même où ses restes seraient découverts 15 ans plus tard. L'homme qui émerge des archives fragmentées est pris entre deux mondes. Ses effets personnels, retrouvés avec sa dépouille, comprenaient des photographies d'une femme nommée Margaret et de 2 jeunes enfants, ainsi que des lettres qu'il n'a jamais envoyées. « J'aimerais pouvoir vous raconter ce que j'ai vu », écrivait-il dans l'une d'elles. « Cela changerait tout ce que vous pensez savoir sur notre place dans tout cela. » Pourtant, à côté de ces traces humaines, se trouvaient des carnets remplis de dessins et d'équations que d'éminents physiciens décriraient plus tard comme théoriquement valables, mais pratiquement impossibles, compte tenu des connaissances scientifiques des années 1980. Collins n'avait reçu aucune éducation formelle au-delà du lycée, ce qui soulève des questions sur la manière dont il avait pu développer des concepts apparemment aussi avancés. Plus troublants encore étaient les dossiers médicaux documentant des changements physiologiques au fil du temps, une activité neuronale accrue, une perception sensorielle accrue et des anomalies cellulaires inexplicables.
Le Collins disparu en 1984 n'était plus tout à fait le même homme qui s'était engagé pour combattre le communisme 2 décennies plus tôt. Ce qui restait obscur dans les dossiers récupérés concernait les relations de Collins avec ses agents de liaison. Des rapports de surveillance suggéraient une inquiétude croissante quant à sa fiabilité dans les mois précédant sa disparition. Une note, datée de juillet 1984 et signée par Gordon McKnight, alors directeur des projets spéciaux, notait: l'agent montre une résistance croissante au protocole de compartimentation, recommande une divulgation plus large à la communauté scientifique, demande l'autorisation de lancer des procédures de confinement si le comportement persiste. La réponse d'un haut fonctionnaire dont le texte a été censuré était d'une brièveté glaçante. Refuser, l'agent est irremplaçable. Poursuivre l'observation, préparer les mesures d'urgence. On ignorait ce qui s'était passé dans les mois entre cet échange et la dernière mission de Collins. Mais l'état du bunker, l'entrée forcée dans des zones sécurisées, les systèmes de surveillance volontairement désactivés, suggéraient que, dans ces derniers jours, le sergent William Collins était devenu quelqu'un que le gouvernement n'avait jamais anticipé, un homme déterminé à révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. Le 12 septembre 1984, le ciel était frais et dégagé dans le désert du Nevada. Le sergent Collins vérifiait une dernière fois son équipement, tandis que l'hélicoptère Bell UH-1 banalisé s'apprêtait à décoller de Groom Lake. L'installation, encore peu connue sous le nom de Zone 51 dans la culture populaire, servait de quartier général opérationnel au projet Looking Glass, dissimulé dans le cadre plus vaste d'essais d'avions expérimentaux. Le cahier des charges de Collins était inhabituellement concis. Étudier une signature énergétique détectée par des systèmes de surveillance par satellite dans une région reculée du Mojave, en déterminer la source et en rendre compte. Aucun plan d'extraction n'était inclus, ce qui parut étrange à Collins, mais pas sans précédent pour des opérations de reconnaissance en solo. Ce que le cahier des charges omettait, c'est que 3 équipes avaient été dépêchées au même endroit le mois précédent, et qu'aucune n'était revenue ni n'avait fait de rapport. Pour Collins, qui avait passé près de 10 ans à travailler sur les aspects les plus confidentiels du programme, cette omission était un signal d'alarme. Il avait survécu aussi longtemps en se fiant à son instinct, et quelque chose dans cette mission semblait anormal dès le départ. « Vous comprenez l'importance de tout cela, Bill ?» demanda le Dr. Elizabeth Walden, responsable scientifique du projet, et l'une des rares personnes en qui Collins avait véritablement confiance au sein du programme. Son accent britannique s'était adouci pendant ses années en Amérique, mais il perçait encore lorsqu'elle était inquiète. À 52 ans, avec des mèches argentées dans ses cheveux noirs, elle travaillait pour Looking Glass depuis sa création et avait personnellement recruté Collins. Nous détectons la même signature que celle trouvée à Tunguska en 1978. S'il s'agit de la même technologie, sa voix s'éteignit, laissant planer le doute. Collins hocha la tête, se souvenant de l'expédition sibérienne qu'il avait pour la première fois exposée à la véritable nature de ce qu'ils étudiaient. Le gouvernement soviétique avait bouclé la zone, prétextant tester des armes expérimentales, mais ce que Collins et Walden avaient découvert sous le pergélisol était antérieur à la civilisation humaine. « Je le trouverai, promit-il, sans mentionner le petit enregistreur qu'il avait caché dans son équipement, ni les fichiers dupliqués stockés dans un endroit connu de lui seul. » Après une décennie de secret, Collins avait pris une décision. Ce serait sa dernière mission, d'une manière ou d'une autre. L'hélicoptère le largua dans une étendue désertique désolée, à 80 km du site ciblé, procédure standard pour minimiser la détection. Collins effectuerait le reste du trajet à pied, utilisant l'équipement spécialisé de son sac pour suivre la signature énergétique. Alors que l'hélicoptère disparaissait à l'horizon, il ressentit un moment de doute. À 38 ans, il n'était plus jeune et le désert était impitoyable. Mais plus inquiétant encore étaient les changements qu'il avait récemment constatés en lui-même. Des sens exacerbés qui le submergeaient parfois, des sauts intuitifs inexplicables par son entraînement, et, plus perturbant encore, ses rêves. Depuis son exposition aux artefacts retrouvés à Tunguska, il avait des rêves de plus en plus saisissants de lieux inexistants sur Terre, de civilisations qui s'étaient élevées et s'étaient effondrées avant que les humains ne se redressent. Le Dr. Walden appelait cela une perfusion d'informations et le surveillait cliniquement. Mais Collins savait qu'elle était aussi perturbée que lui par les implications.
Quoiqu'ils aient été veillés dans ces sites à travers le monde, cela le transformait de l'intérieur. Pendant 3 jours, Collins suivit le signal à travers le désert, constatant avec une inquiétude croissante que la faune évitait certaines zones et que son équipement de détection fonctionnait parfois mal, suggérant une interférence délibérée. Le soir du 3e jour, il découvrit le premier corps, celui du capitaine Marcus Reed, chef de la dernière équipe envoyée sur place pour enquêter. La cause du décès n'était pas immédiatement apparente. Il n'y avait ni blessure ni signe de lutte, juste une expression de terreur profonde figée sur le visage de Reed. Collins documenta tout méticuleusement, parlant à voix basse dans son enregistreur. Reed semblait être décédé d'un problème neurologique. Aucune blessure externe. Son équipe est portée disparue. Je suis la procédure, mais je reste à distance de la source du signal principal jusqu'à ce que je puisse déterminer ce qui s'est passé. Ce qu'il n'enregistra pas, c'est l'étrange sensation qu'il ressentit à genoux près du corps de Reed. Une connexion vacillante avec les derniers instants du capitaine, des impressions qui lui parvenaient par éclairs incohérents, des lumières dans le ciel, un bourdonnement qui transperçait les os et les tissus, et une présence indescriptible. Collins avait déjà connu des phénomènes similaires, un autre effet secondaire inexpliqué de sa longue exposition aux artefacts, mais jamais avec une telle intensité. Le bunker ne figurait sur aucune carte, ni militaire ni civile. Collins en découvrit l'entrée à l'aube du 4e jour, dissimulée sous une formation rocheuse d'apparence ordinaire, mais trahie par la faible signature énergétique qui l'y avait conduit. La conception de l'installation était incontestablement américaine, probablement construite au début de la guerre froide, au sein du vaste réseau de bunkers de survie et d'avant-postes de communication qui parsemait le sud-ouest américain. Mais quelque chose y avait été modifié, de subtiles modifications à la structure originale que Collins avait reconnue sur d'autres sites Looking Glass. Quelqu'un avait réaffecté ce bunker oublié aux travaux du projet, opérant en dehors même des protocoles déjà secrets du programme. Utilisant les codes d'accès universels qui lui avaient été fournis pour la mission, Collins contourna le verrou électronique et pénétra dans l'installation plongée dans l'obscurité. L'électricité fonctionnait encore, mais au minimum, l'éclairage de secours projetait de longues ombres dans les couloirs en béton. « J'ai trouvé la source », murmura-t-il dans son enregistreur. « C'est l'une des nôtres. Du moins, elle l'était. » À mesure qu'il s'enfonçait dans le complexe, le détecteur dans sa main pulsait plus rapidement, et à chaque pas, la pression familière s'accumulait derrière ses yeux. La sensation qu'il ressentait toujours à proximité des artefacts, mais celle-ci était plus forte, plus ciblée, presque comme si elle l'appelait spécifiquement. À cet instant, le sergent William Collins prit la décision fatidique de répondre à cet appel, ignorant qu'il ne quitterait jamais cet endroit vivant. Le premier signe d'un problème apparut lorsque Collins découvrit la salle de communication. L'équipement avait été délibérément saboté, non pas endommagé lors d'un conflit ou tombé en panne par négligence, mais méthodiquement désactivé par quelqu'un qui savait pertinemment ce qu'il faisait. Collins reconnut le geste. Il correspondait au protocole qu'on lui avait lui-même enseigné pour priver de renseignements les forces ennemies. Celui qui avait commis cet acte voulait s'assurer que le bunker reste isolé, coupé de tout contact extérieur. Les implications le glaçaient plus que l'air souterrain. Il vérifia son propre téléphone satellite et ne trouva aucun signal, bien que l'appareil fût conçu pour fonctionner même dans les endroits les plus reculés. Communication compromise, nota-t-il dans son enregistreur. Possible brouillage du signal utilisé. Enquête en cours, mais il faut supposer qu'il ne s'agit plus d'une mission de reconnaissance. Dans le faisceau de sa lampe tactique, Collins pouvait distinguer les traces des équipes précédentes. Du matériel abandonné, des rations à moitié consommées, une tache de sang sur un mur qui ne menait nulle part. Mais aucun corps à l'exception de celui de Reed à l'extérieur, ce qui a soulevé la question, qu'est-il arrivé à tous les autres? Alors que Collins s'aventurait plus profondément dans l'installation, l'agencement commença à s'écarter des normes militaires. Les couloirs sinueux semblaient défier les dimensions extérieures du bunker et certaines portes nécessitaient un accès spécialisé dépassant son habilitation, un fait sans précédent dans son expérience du projet. Utilisant des techniques développées au fil des années d'opération sur le terrain, Collins contourna la sécurité d'une lourde porte anti-explosion simplement marquée « Labo 7 ». Ce qu'il découvrit à l'intérieur le stupéfia net.
La pièce était une réplique parfaite de la principale salle de recherche de Groom Lake, jusqu'aux unités de confinement spécialisées et aux équipements de surveillance. Mais au lieu de l'environnement soigneusement contrôlé que Collins connaissait, ce laboratoire présentait des signes d'évacuation précipitée, voire pire. Des papiers étaient éparpillés sur les postes de travail, une tasse à café gisait brisée sur le sol et, plus révélateur encore, l'unité de confinement centrale avait été percée de l'intérieur, son verre renforcé fissuré en étoile, suggérant qu'une force considérable avait été exercée de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, le sergent Collins, rapport complémentaire, murmura-t-il dans son enregistreur, la voix crispée par une peur contenue. J'ai trouvé des preuves que Looking Glass menait un programme de recherche parallèle sans surveillance. La signature technologique correspond à ce que nous avons récupéré à Tunguska, mais l'application est différente. Ils ne l'étudient plus. Ils essaient de l'activer. Sur un écran encore fonctionnel, Collins trouva des journaux de recherche datant de 3 ans, détaillant des expériences menées sur des sujets identifiés uniquement par des numéros. Les procédures décrites le glaçaient: interface neuronale connectée directement à des artefacts, injection de composés dérivés de matières biologiques non terrestres, exposition à des schémas de rayonnement conçus pour stimuler des fonctions cérébrales spécifiques. L'entrée la plus récente, datée de seulement 2 semaines, indiquait: le sujet 23 présente une intégration prometteuse avec l'artefact. La cartographie neuronale suggère que le transfert de conscience est théoriquement réalisable. Le directeur McKnight a autorisé les tests de phase finale malgré les inquiétudes liées au confinement. Collins avait travaillé avec le directeur Gordon McKnight pendant 7 ans et ne lui avait jamais fait entièrement confiance. Ancien fonctionnaire du Pentagone et proche des agences de renseignement du monde entier, McKnight avait toujours semblé plus intéressé par la militarisation que par la compréhension. En examinant ses journaux, Collins réalisait jusqu'où McKnight était allé pour exploiter des applications explicitement interdites par la charte initiale du projet. L'existence de cette installation secondaire, fonctionnant à l'insu même des cadres supérieurs de Looking Glass, comme le Dr. Walden, suggérait l'existence d'une faction dissidente et au sein du programme déjà secret. La confirmation définitive survint lorsque Collins accéda au dossier des sujets et découvrit des noms familiers, des membres des équipes disparues, répertoriés comme participants involontaires à la phase finale de test, et en bas de la liste, sous le nom de Sujet 24, figurait son propre nom, William Collins, avec la mention candidat idéal en raison d'une exposition antérieure et d'adaptation neuronale documentée. Extraction prévue pour la fin de la mission. La trahison frappa Collins comme un coup dur. Toute sa carrière, le sacrifice de toute vie normale, avait été au service de ce qu'il considérait comme la sécurité nationale, la protection contre les menaces, qu'elles soient étrangères ou inconcevables. Il avait justifié le secret et les compromis éthiques en se disant qu'il s'agissait d'étapes nécessaires pour préparer l'humanité à des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Mais là, c'était différent. McKnight et tous ceux qui étaient impliqués n'avaient pas simplement franchi une ligne. Ils avaient abandonné le principe fondamental qui séparait Looking Glass des programmes ennemis qu'ils prétendaient contrer. Ils m'ont envoyé ici pour mourir, réalisa Collins à voix haute, les mots résonnant dans le laboratoire vide. Ou pire, pour participer à ce qu'ils tentent de créer. Fort de cette compréhension, le sergent William Collins prit la deuxième décision fatidique de sa mission. Il ne retournerait pas à la base. Au lieu de cela, il consacrerait ses dernières heures à tout documenter, laissant une trace qui pourrait un jour être retrouvée. Ce qu'il n'avait pas encore réalisé, c'est que quelqu'un ou quelque chose était déjà au courant de sa présence et de sa décision, observant depuis l'ombre de l'installation qu'il pensait abandonner. Plus Collins s'enfonçait dans le bunker, plus les murs semblaient vibrer d'une énergie presque perceptible, une faible luminescence qui suivait les contours du béton comme des veines vivantes. Il avait déjà observé des phénomènes similaires près d'artefacts actifs, mais jamais avec une telle intensité ni une telle intention apparente. Le détecteur qu'il tenait à la main avait cessé de fournir des mesures lisibles, émettant à la place un son continu qui s'amplifiait à chaque pas vers la chambre centrale. L'entraînement de Collins lui dictait de battre en retraite, de rapporter ses découvertes et d'attendre une équipe correctement équipée. Mais la certitude d'avoir été trahi, envoyé ici comme prochain sujet de test, l'emporta sur sa prudence.
S'ils partaient maintenant, ils enverraient simplement quelqu'un d'autre. Un autre sacrifice involontaire à l'objectif que McKnight cherchait à atteindre. De plus, Collins était physiquement en train de subir un choc physique. Ses sens aiguisés devenaient envahissants, l'inondant d'informations qu'il ne pouvait traiter. Les couleurs semblaient trop vives, les sons trop texturés, et sous-jacent à tout cela, une présence dans son esprit, faible mais grandissante, comme des parasites se transformant peu à peu en voix. Ici Collins, je continue l'enquête, dit-il dans son enregistreur, sa voix paraissant étrange, même à ses propres oreilles. Je ressens des effets neurologiques importants, compatibles avec la proximité d'artefacts actifs. Mais là, c'est différent. Une approche ciblée, presque intelligente. Il marqua une pause, peinant à articuler ce qu'il ressentait. Je crois que ce qu'il tentait d'activer a réussi, au moins en partie. La signature énergétique est similaire à celle que nous avons documentée à Tunguska et sur le site du Pacifique Sud, mais beaucoup plus puissante. Et elle me répond spécifiquement. Comme pour confirmer, les lumières du couloir clignotèrent selon un schéma qui ne pouvait être une coïncidence. 3 brefs, 3 longs, 3 brefs. SOS en morse. Collins ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température du bunker. Soit l'entité essayait de communiquer à l'aide de symboles extraits de son esprit, soit quelqu'un d'autre était encore vivant dans l'installation, s'adressant à moi par l'intermédiaire des systèmes électriques. Les portes de la chambre centrale étaient scellées par des mesures de sécurité inédites pour Collins au cours de ces années au sein du programme. Serrures biométriques, séquences de code changeant toutes les 30 secondes et ce qui semblait être un scanner d'analyse de matériaux intégré au cadre. Ces dispositifs n'étaient pas conçus pour empêcher les ennemis d'entrer. Ils étaient censés contenir quelque chose. Pendant 20 minutes, Collins s'efforça méthodiquement de contourner les systèmes, utilisant toutes les astuces et tous les outils à sa disposition. En temps normal, cela aurait été impossible, mais quelque chose d'étrange se produisait dans ses processus cognitifs. Les solutions se présentaient avec une clarté surnaturelle et ses doigts se déplaçaient avec une précision qui dépassait son entraînement. Lorsque le dernier verrou se déverrouilla dans un sifflement pneumatique, Collins hésita, soudain conscient qu'ouvrir cette porte changerait irrémédiablement tout. La présence dans son esprit était devenue plus forte, plus distincte, non pas envahissante, mais en attente, comme une conversation interrompue au milieu d'une phrase. « Je sais que vous m'entendez », murmura Collins, non pas dans son enregistreur, mais à la présence elle-même. « J'entre, je veux comprendre. » Ce que Collins découvrit à l'intérieur défiait toute description. La chambre était vaste, bien plus grande que les dimensions extérieures du bunker n'auraient pu l'imaginer, comme si l'espace lui-même avait été déformé pour accueillir son contenu. Au centre se dressait ce que les scientifiques du miroir appelaient un artefact. Mais contrairement aux fragments que Collins avait déjà vus, celui-ci était intact. Une structure géométrique et aux angles et aux surfaces impossibles, qui semblait se déplacer lorsqu'on ne l'observait pas directement. Il pulsait d'une lumière inexistante dans le spectre visible, projetant des ombres qui se déplaçaient indépendamment de leur source. Autour de lui se trouvait un ensemble d'équipements à la fois familiers et totalement inconnus. Des ordinateurs militaires standards interfacés avec des composants intégrant des matériaux que Collins avait reconnus lors de précédentes découvertes. Des corps gisaient éparpillés dans la pièce, certains en blouse blanche, d'autres en tenue tactique, les membres de l'équipe disparus. Aucun ne présentait de blessures visibles, mais leurs expressions correspondaient à celles du capitaine Reed. Une terreur pure, figée dans la mort. Pourtant, Collins n'éprouvait aucune peur en s'approchant de l'artefact, seulement un sentiment croissant de reconnaissance, comme s'il retrouvait quelque chose d'oublié depuis longtemps. Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont découvert, s'éleva une voix, inaudible, mais claire dans l'esprit de Collins. Elle utilisait sa propre voix intérieure, mais le rythme et la construction étaient indéniablement différents. Il cherchait à contrôler l'incontrôlable, à transformer en arme ce qui n'avait jamais été conçu comme une arme. Collins ne remettait pas en question le mode de communication. Après une décennie passée avec Looking Glass, sa conception de l'impossible avait été redéfinie à maintes reprises. Au lieu de cela, il posait la question essentielle. « Qui êtes-vous » La réponse ne vint pas par des mots, mais par un flot d'images et de sensations, des civilisations s'élevant et s'éteignant à des échelles de temps
qui éclipsaient l'existence humaine, des entités existant en partie dans des dimensions que les humains ne pouvaient percevoir, et des technologies fondées sur des principes que la science humaine n'avait pas encore découverts. Grâce à ce kaléidoscope d'informations, Collins comprit des fragments de vérité. Les artefacts étaient des nœuds de communication d'un réseau s'étendant au-delà de la Terre, créés par des êtres qui avaient visité la planète périodiquement au cours de son histoire. Il ne s'agissait pas d'armes ou d'outils au sens humain du terme, mais d'interfaces, de points de connexion entre des réalités. McKnight et sa faction ont découvert que ce nœud était toujours actif, contrairement aux fragments dormants que nous avons récupérés ailleurs, dit Collins à voix haute, en partie pour garder le contrôle de la réalité, tandis que l'entité partageait ses connaissances directement avec sa conscience. Ils ont tenté de forcer une connexion sans en comprendre les conséquences. Son regard se posa sur le corps le plus proche, une femme en blouse blanche dont l'étiquette identifiait le Dr. Howard. Leurs esprits étaient submergés. Ils n'étaient pas préparés au contact. La présence dans son esprit confirma cette compréhension, tout en ajoutant une nuance. Les chercheurs n'avaient pas été intentionnellement blessés, mais leurs esprits, non préparés, ne pouvaient traiter le transfert d'informations. Collins était différent. Ses années d'exposition progressive aux fragments avaient altéré ses voies neuronales, le rendant particulièrement capable de maintenir le contact sans effondrement psychologique immédiat. C'était pourquoi McKnight l'avait envoyé, non pas comme simple cobaye, mais comme candidat le plus prometteur pour une interface réussie. L'entité attendait, tendant la main à tout esprit capable de supporter la connexion, tentant de communiquer un avertissement. Mais le temps pressait. Quoi que l'équipe de McKnight ait fait pour activer le nœud, celui-ci avait été déstabilisé, créant un effet de cascade qui atteindrait bientôt un seuil critique. Collins comprit enfin la véritable raison de son envoi en ce lieu et le terrible choix qui l'attendait désormais. L'entité montra à Collins ce qui se passerait si le nœud poursuivait sa déstabilisation accélérée. Une libération d'énergie qui dévasterait tout dans un rayon de 160 km, suivie d'une déchirure dans la trame même de la réalité. Non pas une explosion au sens conventionnel du terme, mais une collision de lois physiques incompatibles qui se propagerait comme des ondulations dans un étang. Le gouvernement en maîtriserait les conséquences immédiates, expliquant la destruction par un essai d'armes classifié ayant mal tourné, mais il ne pourrait réparer les dommages fondamentaux à la frontière entre les dimensions. Cette brèche se creuserait lentement mais inexorablement, laissant passer des éléments étrangers à cette réalité. Ils n'ont pas réalisé ce qu'ils trafiquaient, dit Collins, la compréhension le pénétrant avec une clarté surnaturelle. Ils pensaient pouvoir contrôler la connexion, l'utiliser pour accéder à la technologie ou au renseignement. L'entité confirma, les esprits humains avaient interprété son réseau comme une arme ou un outil potentiel, car c'était le cadre qu'ils imposaient à tout ce qui était inconnu. La réalité était à la fois plus simple et plus profonde. Le réseau existait pour préserver l'équilibre entre des réalités qui n'étaient jamais censées interagir directement. Collins consulta sa montre. Près de 8 heures s'étaient écoulées depuis son entrée dans le bunker. À ce stade, l'équipe de surveillance de Groom Lake devait savoir que quelque chose n'allait pas, mais elle ne se risquerait pas à envoyer une autre équipe immédiatement. Le protocole standard exigeait un délai de 24 heures avant de lancer une opération de sauvetage pour un agent compromis. Cela lui laissait du temps, mais pas beaucoup. La déstabilisation du nœud s'accélérait. Il le sentait à la pression croissante derrière ses yeux, aux vibrations subtiles qui parcouraient la structure de l'installation. L'entité lui présentait la seule solution viable, même si elle avait un coût personnel inimaginable. Le nœud pouvait être stabilisé, mais cela nécessitait une interface neuronale complète, une conscience humaine pleinement intégrée au réseau pour servir de mécanisme de régulation. Pas seulement un contact temporaire, mais une fusion permanente. Collins cesserait d'exister en tant qu'individu, son esprit devenant partie intégrante du mécanisme de frontière. « Il n'y a pas d'autre solution ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. La réponse fut accompagnée d'un sentiment de regret, mais d'une certitude absolue. Les dégâts étaient trop importants pour une mesure partielle. La pièce autour de Collins semblait vaciller, la réalité elle-même devenant moins solide à mesure que la déstabilisation progressait. Grâce à la conscience partagée de l'entité, il pouvait percevoir les fractures invisibles s'étendant à partir du nœud,
affaiblissant la membrane entre des dimensions. Bientôt, ces fissures atteindraient une masse critique. Je dois enregistrer ce qui s'est passé ici, dit Collins, pensant à l'avenir. Quelqu'un doit connaître la vérité, sur le miroir, sur ce que McKnight tentait de faire. L'entité accepta, proposant son aide pour préserver son dernier témoignage. Ensemble, ils accédèrent au système fonctionnel restant de l'installation, créant des archives redondantes qui survivraient à l'avenir. Collins parla clairement dans son enregistreur, documentant tout, des véritables origines du projet à la trahison qui l'avait conduit à cet instant. Il expliqua ce qu'étaient réellement les artefacts, ce pourquoi ils avaient été pris et le danger que représentait ce malentendu. Si vous entendez cela, conclut-il, c'est que quelqu'un ait enfin trouvé cet endroit. Ce qui m'est arrivé était nécessaire. N'essayez pas de revenir en arrière. N'essayez pas de me sauver. Assurez-vous simplement que cela ne se reproduise plus. Alors que Collins terminait son enregistrement, il sentit une étrange paix l'envahir. Sa vie avait été façonnée par le devoir et le sacrifice, d'abord pour son pays, puis pour une cause qui, selon lui, transcendait les intérêts nationaux. Cet acte final correspondait parfaitement à l'homme qu'il était devenu. Il pensa brièvement à Margaret et à ses enfants, la famille dont il s'était éloigné des années auparavant, lorsque son travail avec Looking Glass avait commencé à le transformer d'une manière qu'il ne pouvait ni expliquer ni partager. Ils l'avaient déjà pleuré, à leur manière, lorsqu'il était devenu quelqu'un qu'ils ne reconnaissaient plus. Maintenant, au moins, cette perte aurait un sens. « Je suis prêt », dit-il à l'entité en s'approchant de la structure géométrique vibrante au centre de la chambre. Le processus d'interface était inexplicable en termes humains pour l'entité, mais Collins en comprenait suffisamment. Sa conscience serait préservée, bien que transformée, devenant partie intégrante du mécanisme régulateur qui maintenait la séparation entre les réalités. Son corps resterait, ancrage physique du processus, mais ce qui faisait de lui William Collins serait diffusé à travers le réseau. La dernière pensée humaine du sergent William Collins fut celle d'une partie de pêche avec son père durant l'été 1963, assis dans une petite barque sur un lac de l'Ohio et regarder le soleil se lève sur une eau calme. Puis il posa les mains sur l'artefact et tout changea. Sa conscience s'étendit au-delà des limites de sa forme physique, s'étendant à travers des connexions qu'il n'aurait jamais pu appréhender auparavant. Il prit simultanément conscience de nœuds dispersés sur Terre et au-delà, chacun maintenant l'équilibre délicat entre des dimensions qui n'étaient jamais censées interagir directement. La déstabilisation du nœud de Mojave s'inversa lorsque son esprit s'intégra au réseau, sa perspective humaine offrant une adaptation que le système n'avait jamais connue, une flexibilité qui renforçait la frontière au lieu de l'affaiblir. Son corps resta dans la chambre, le cœur battant, les poumons respirant, mais vide de la conscience qui l'avait animé. Sur l'enregistreur à côté de sa forme immobile, un dernier message apparut de sa main, bien que ses mains n'aient jamais touché le papier. Ils n'étaient pas russes. Ils ne venaient d'aucun endroit connu. Je comprends maintenant. Je suis désolé. Le directeur Gordon McKnight reçut l'alerte à 3h17 le 17 septembre 1984, le tirant d'un sommeil agité chez lui en Virginie. Le système de surveillance automatisé de Groom Lake avait détecté une surtension provenant de l'installation de Mojave, suivie d'une perte totale du signal. Son premier appel fut adressé au Dr. James Harrington, le physicien qui avait supervisé le programme de recherche secondaire à l'insu du Dr. Walden. « C'est arrivé », dit McKnight sans préambule. Collins a trouvé le nœud. La réponse de Harrington fut clinique, ne trahissant aucune émotion envers l'homme qu'ils avaient sacrifié. « Avons-nous la confirmation de l'intégration » McKnight vérifia les données préliminaires reçues avant la perte de communication. La signature énergétique s'est stabilisée avant de redescendre. Elle correspond au modèle théorique d'une interface neuronale réussie. Il y eut un long silence au téléphone, le temps que les deux hommes assimilent les implications. Leur pari avait été gagnant. Collins avait fait exactement ce qu'ils avaient prédit face à un échec catastrophique et à l'absence d'alternative. Mais maintenant, le plus compliqué était de s'assurer que ce qui s'était passé dans le Mojave reste à jamais enterré. À l'aube, l'opération Blackout battait son plein. 3 hélicoptères banalisés déposèrent une équipe de confinement sur le site du bunker, avec des ordres explicites. Récupérer tout le matériel de recherche, éliminer toute preuve de la vocation de l'installation
et établir un périmètre de sécurité sous surveillance secrète indéfinie. L'équipe était composée de personnes n'ayant jamais été associées à Looking Glass, sélectionnées au sein des unités d'opérations spéciales et militaires pour leur loyauté inconditionnelle et leur habilitation compartimentée. On leur annonça qu'elle contenait un essai d'armes expérimental raté, une couverture qui n'était pas entièrement fausse, mais qui passait à côté de la vérité essentielle. Alors que l'équipe descendait dans le bunker, les caméras de leur casque transmettaient des images à McKnight et Harrington. Les corps se trouvaient exactement à l'endroit indiqué par la dernière transmission de Collins, et au centre de la chambre, Collins lui-même restait debout, les mains toujours en contact avec l'artefact, son corps préservé au moment de l'interaction. Remarquable, murmura Harrington en étudiant la vidéo. Sa forme physique est maintenue par le champ énergétique. C'est exactement comme le prédisaient les modèles théoriques. L'opération de nettoyage dura 3 jours. Chaque fragment de documentation, chaque pièce d'équipement et chaque corps, à l'exception de celui de Collins, étant retiré du site. Les chercheurs et le personnel de sécurité décédés furent officiellement déclarés victimes d'un exercice d'entraînement classifié au Nevada, leur famille bénéficiant d'une généreuse indemnisation et d'un accord de confidentialité strict. McKnight rendit personnellement visite au Dr. Elizabeth Walden pour l'informer de la disparition de Collins lors d'une mission de reconnaissance de routine. Elle accepta la nouvelle avec la douleur posée de quelqu'un qui avait déjà perdu des collègues, mais son regard était empli de questions qu'elle était trop expérimentée pour poser à voix haute. « Nous allons continuer les recherches, bien sûr », lui assura McKnight, entretenant la fiction. « Mais vous devriez préparer le projet à poursuivre sans lui. » Ce qu'il ne lui dit pas, c'est que les recherches avaient déjà été interrompues. La surveillance par satellite montra que la signature énergétique du bunker s'était stabilisée à un niveau juste en dessous des seuils de détection, exactement ce qu'ils espéraient obtenir. Collins était devenu le mécanisme de confinement parfait, sa conscience maintenant la frontière que leurs expériences avaient presque détruite. L'étape finale de la dissimulation eut lieu le 3 octobre 1984, lorsque le site de Mojave fut officiellement désigné site à risque environnemental NDHG 138, apparemment contaminé par des composants expérimentaux de carburant pour fusées. Cette désignation garantissait que la zone resterait interdite d'accès pendant des décennies sans attirer l'attention. Des clôtures furent érigées, des panneaux d'avertissement furent installés, et des patrouilles de routine furent mises en place sous la juridiction d'une société écran liée au département de l'énergie. À l'intérieur du bunker scellé, des équipements de surveillance surveillèrent la chambre où le corps de Collins reposait en communion éternelle avec l'artefact. Pendant des années, McKnight visionna personnellement les images, guettant le moindre changement dans ce tableau parfait. Il n'y en eut aucun. L'interface semblait avoir atteint un état stable, la forme physique de Collins ne se décomposant pas et ne montrant aucun signe de conscience au sens conventionnel du terme. Les dossiers du projet furent enterrés dans des sections les plus confidentielles des archives du Pentagone, accessibles uniquement aux personnes disposant d'un code d'accès spécifique sous le contrôle exclusif de McKnight. En 1908, alors que la guerre froide amorçait un déjet inattendu, le projet Looking Glass fut officiellement arrêté, victime de coupes budgétaires et de changements de priorité liés à l'éloignement de la menace soviétique. En réalité, les aspects les plus sensibles du programme furent simplement transférés plus profondément dans le budget secret, McKnight conservant le contrôle opérationnel sous un nouveau nom de code, Guardian. Les artefacts restants furent conservés dans des installations de confinement spécialisées à travers le pays, étudiés selon des protocoles conçus pour prévenir un nouvel incident au Mojave. Le Dr. Walden prit sa retraite, son esprit brillant finalement obscurci par une démence précoce que certains chuchotaient trop commode pour être naturel. La plupart des scientifiques du projet Looking Glass initial se retrouvèrent à travailler sur des projets apparemment sans rapport, leur connaissance de la véritable nature du programme étant fragmentée, de sorte qu'aucun individu ne pouvait en avoir une vision complète. Lorsque McKnight prit sa retraite en 1993, la piste était si complètement obscurcie que même les plus hautes habilitations de sécurité crurent à l'histoire d'un sergent disparu, vraisemblablement déserteur ou tué lors d'une opération classifiée. La vérité est restée scellée dans le Mojave, gardée par un homme qui n'était plus pleinement humain,
contenant une brèche dans la réalité qui aurait dévasté le monde. 15 ans passèrent. Le monde changea profondément. L'Union soviétique s'effondra, Internet transforma les communications mondiales et l'armée américaine se concentra sur le terrorisme et les conflits régionaux plutôt que sur les superpuissances nucléaires. Le colonel Reagan Matthews n'avait jamais entendu parler du projet Looking Glass lorsqu'il commença à enquêter sur des affaires non résolues pour la toute nouvelle unité de récupération du personnel militaire en 1928. Ancien combattant décoré de la guerre du Golfe, réputé pour sa ténacité, Matthews avait été chargé d'examiner les disparitions non élucidées de militaires de l'époque de la guerre froide, identifiant celles qui pourraient être résolues grâce aux techniques médico-légales et modernes ou aux archives soviétiques récemment accessibles. Le dossier du sergent William Collins retint son attention non pas parce qu'il semblait résoluble, mais parce qu'il contenait de nombreuses incohérences. Le dossier officiel indiquait que Collins avait disparu lors d'une mission de reconnaissance de routine au Nevada, mais Matthews trouva des références à Collins dans des dossiers classifiés liés à des programmes qui n'auraient pas dû impliquer un sergent ayant son passé. Plus intrigantes étaient les rédactions. Non pas les barres noires habituelles des informations classifiées, mais des sections entières supprimées de manière si transparente que seule une analyse spécialisée des documents ait révélé leur absence. Le capitaine de corvette Nancy Thatcher a rejoint l'enquête de Matthews début 1929, apportant son expertise en cryptographie et en récupération de données. Ensemble, elles ont commencé à reconstituer la carrière de Collins en reconstituant des fragments provenant de sources disparates. Il ne faisait pas seulement partie des forces spéciales, a noté Thatcher lors d'une séance nocturne, entouré de dossiers dans leur bureau du Pentagone. Il était préparé à quelque chose de spécifique. Regardez ces évaluations psychologiques. Elles testent des traits que je n'ai jamais vus prioritaires dans les évaluations militaires. Matthews a acquiescé, pointant du doigt des ordres de transfert qui n'avaient aucun sens, sauf si Collins était transféré entre des programmes classifiés. La question est, qu'y avait-il de si important chez ce sergent pour que sa disparition justifie un tel niveau d'obscurcissement? La percée est survenue lorsque Thatcher a découvert une tendance dans les rapports de surveillance environnementale du ministère de l'Énergie. Tous les 6 mois depuis 1984, une équipe était dépêchée sur le site de risque environnemental NDRG 138 dans le désert de Mojave, un niveau d'attention incompatible avec les protocoles de contamination standards. Lorsqu'ils ont croisé l'emplacement avec les dernières coordonnées connues de Collins, le lien est devenu impossible à ignorer. L'accès au site nécessitait des mesures extraordinaires. Matthews met à profit de son amitié avec le général Howard Phillips, actuel chef d'état-major interarmé, pour obtenir une autorisation spécialisée contournant les voies habituelles. « Je ne vous demande pas ce que vous cherchez, Reagan, dit Phillips en signant l'autorisation, mais quoi que ce soit, cela doit être sacrément important pour que vous demandiez ce genre de faveur. » Matthews hocha simplement la tête, refusant de partager ses soupçons, même avec un supérieur de confiance. Le 23 avril 1989, Matthews et Thatcher arrivèrent au périmètre du site NDG 138, accompagnés d'une petite équipe comprenant le spécialiste Jackson, leur expert médico-légal. Le site semblait abandonné, clôture rouillée, panneaux d'avertissement décolorés par des années de soleil du désert, mais Matthews remarqua les signes subtils d'une surveillance permanente. Terre remaniée, où des capteurs avaient été récemment entretenus, lignes de visée volontairement dégagées et caméras de surveillance camouflées en pierre. Quelqu'un observait encore ce site prétendument contaminé avec un intérêt extraordinaire. En utilisant les codes d'accès fournis par le général Phillips, ils ont contourné les systèmes de sécurité et sont entrés dans le bunker qui avait été le dernier emplacement connu du sergent Collins. La descente dans le complexe donna l'impression d'un voyage dans le temps. Tout était resté tel qu'en 1944. L'éclairage de secours fonctionnait encore avec une puissance minimale, la poussière intacte, à l'exception des traces habituelles des équipes de maintenance. Suivre ces traces les conduisit plus profondément dans le complexe, jusqu'aux portes scellées de la salle centrale. Le panneau d'accès nécessitait une identification biométrique qui aurait dû être impossible à contourner, mais lorsque Matthews, par habitude frustré, posa la main sur le scanner, le système accepta inopinément sa commande. Les portes s'ouvrirent dans un sifflement pneumatique, révélant ce qui se trouvait au-delà.
Mon Dieu, murmura Thatcher, tandis que leurs lampes torches éclairaient la salle. Au centre se tenait le sergent William Collins, comme figé dans le temps, ses mains toujours en contact avec une structure géométrique défiant toute description conventionnelle. Son uniforme ne présentait aucun signe de décomposition, sa peau conservait une pâleur anormale qui n'était pas tout à fait la mort, mais certainement pas la vie telle qu'il l'entendait. Autour de lui, gravés dans le sol en béton, se trouvaient des symboles qui n'avaient pas été créés par des mains humaines, des expressions mathématiques et des diagrammes dont des faisceaux de leurs lampes de poche semblaient s'éloigner, comme si la lumière elle-même était réticente à les toucher. L'analyse préliminaire du spécialiste Jackson confirma ce que leurs yeux avaient du mal à croire. Collins était techniquement encore en vie. Son corps conservait des fonctions biologiques minimales. Un rythme cardiaque si lent qu'il n'était enregistré que quelques fois par minute, une respiration si faible qu'elle était presque imperceptible, et des processus cellulaires se poursuivant à un rythme proche de l'animation suspendue. C'est impossible, déclara Jackson, la certitude scientifique dans sa voix cédant la place à l'admiration. Selon toutes les normes médicales dont nous disposons, il aurait dû mourir il y a des années. Quoi qu'il se passe ici, cela dépasse la compréhension scientifique actuelle. Tandis qu'il documentait la scène, Matthews découvrit l'enregistreur de Collins et les notes manuscrites laissées près de sa silhouette immobile. Le message final: ils n'étaient pas russes, ils ne venaient d'aucun endroit connu. Je comprends maintenant. Je suis désolé. Fit froid dans le dos du colonel endurci. Mais c'est le témoignage enregistré qui bouleversa véritablement tout ce qu'il pensait savoir sur la guerre froide, sur la recherche militaire américaine et sur la nature même de la réalité qu'ils habitaient. Alors que la voix de Collins expliquait le projet Looking Glass, les artefacts et la catastrophe qu'il avait évitée grâce à son sacrifice, Matthews comprit pourquoi cette découverte avait été si soigneusement enterrée. Leur retour à Washington avec leurs conclusions déclencha une crise classifiée sans précédent. Le général Phillips ordonna immédiatement que les preuves soient collectées au plus haut niveau de compartimentation, contournant les canaux habituels du renseignement militaire. L'ancien directeur Gordon McKnight, aujourd'hui âgé de 78 ans et vivant dans une retraite retirée, fut interrogé. Sa réaction à la découverte fut inattendue. Non pas un déni, mais une résignation. « Nous avons fait le nécessaire », déclara-t-il à Matthews lors de son débriefing. « Collins a fait son choix. Il comprenait l'enjeu mieux que quiconque. » Lorsqu'on lui demanda pourquoi la vérité avait été dissimulée pendant 15 ans, la réponse de McKnight fut glaçante par sa simplicité. Parce que l'humanité n'était pas prête à savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous ne contrôlons pas la situation. Certaines vérités sont trop dangereuses, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont vraies. Alors que Matthews rédigeait son rapport final pour les chefs d'état-major interarmés et le président, il se retrouva confronté au même dilemme que McKnight des années plus tôt. Révéler une vérité qui bouleverserait la compréhension de l'humanité quant à sa place dans l'univers, ou poursuivre la tromperie nécessaire. Finalement, la décision fut prise pour lui. Le complexe de Mojave fut définitivement scellé, Collins toujours à l'intérieur, désigné comme un atout de sécurité nationale de la plus haute priorité. Le compte rendu officiel se contenterait de mentionner que le sergent William Collins était mort au service de son pays, les détails de son sacrifice étant trop sensibles pour être divulgués. Pour les rares personnes connaissant la vérité, le fardeau de la connaissance devint une forme de sacrifice en soi. Vivre avec la conscience que la réalité était bien plus complexe et précaire que l'humanité ne l'avait jamais imaginé, et qu'elle était protégée par la conscience d'un homme qui avait tout donné pour préserver la frontière entre les mondes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner.